Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais passer la main à l'hôte de cet événement, puisqu'on est chez toi, à l'ESCP. Alors c'est un événement, on est ravis d'être les hôtes de cet événement, mais c'est un événement qui est vraiment co-organisé avec AXA Climate. Et en fait, l'événement qui nous réunit ce soir, c'est donc la troisième table ronde du cycle AXA Adaptation. Alors peut-être que tu en diras quelques mots par la suite, donc je ne vais pas trop dévoiler des éléments, mais en fait le programme c'est à la fois une collaboration entre AXA Climate, l'ESCP, des entreprises qui réfléchissent et qui ont besoin d'explorer sur leur démarche d'adaptation au changement climatique, et un cycle de conférences ouvertes. Et donc on est très heureux de vous voir nombreux pour la conférence de ce soir qui porte sur les liens complexes et de plus en plus visibles entre géopolitique et climat. Il nous a semblé vraiment important de conclure cette session autour de cet enjeu-là. Et comme il est quasiment d'usage, on va se livrer à cet exercice avec Antoine de donner quelques premiers éléments de cadrage qui pourront peut-être aussi alimenter certains débats, réactions, questions et échanges durant la table ronde. Alors effectivement, peut-être pour introduire le sujet, le premier élément, c'est qu'en fait, on ne peut pas passer à côté du retour du géopolitique dans le débat public. Et là-dessus, trois éléments. En fait, vous avez peut-être eu cette information. Alors, ça devait être envoyé dans vos boîtes aux lettres, mais finalement, ça a été diffusé juste par Internet. En fait, à l'image de certains pays dans le nord de l'Europe, en fait, l'État français a commencé à éditer des recommandations pour la population sur comment réagir en cas de grande déstabilisation, que ce soit des déstabilisations géopolitiques, cyber ou climatiques. Et donc là, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont en train de bouger très fortement. Jusqu'ici, c'était plutôt des questions qui étaient abordées en Finlande, en Norvège, etc. Là, aujourd'hui, l'État français se dit qu'il faut que le public, les citoyens, en fait, se préparent à ce genre de scénario. L'autre élément aussi, c'est les différentes déclarations des chefs d'état-major des armées françaises. Donc le général Burkhardt, lors de la revue des armées en fait, le 11 juillet, mentionnait 4 éléments qui deviennent extrêmement structurants dans les conflits géopolitiques modernes, avec évidemment la fin du multilatéralisme, le recours à la violence ouverte en fait, entre les acteurs, le rôle de l'information, et le 4e élément sur lequel il insistait beaucoup, c'est le fait que le changement climatique est un amplificateur de déstabilisation géopolitique et un moteur, ce qu'on va développer là dans les quelques minutes qui viennent. Et évidemment, lors du congrès des maires, vous avez tous entendu aussi la déclaration sur le fait que, oui, il y a des conflits géopolitiques qui reviennent, et évidemment, ces conflits-là, en fait, sont de plus en plus liés aux problématiques du changement climatique. Et de 2 manières. Une première manière qui est assez évidente, en fait, qui est que les changements climatiques et les problématiques de raréfaction des ressources exacerbent les vulnérabilités et les tensions géopolitiques. Alors, plusieurs exemples récents là-dessus. Alors, on s'est dit on va commencer par aborder le cas de l'Iran. On va partir loin un petit peu de notre territoire. L'Iran, on sait, est pris dans des jeux géopolitiques absolument centraux, majeurs. Et en fait, un élément de déstabilisation qui est très important actuel, c'est non pas la géopolitique directe, les conflits transfrontaliers, mais les problématiques de ressources, et notamment les problématiques de ressources en eau. L'Iran est confronté à l'une de ses pires sécheresses historiques. Et en fait, les réservoirs qui alimentent Téhéran, ainsi que la deuxième ville en fait, la plus peuplée d'Iran, sont quasiment à sec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'un des débats publics, c'est est-ce qu'on va devoir évacuer Téhéran ? Téhéran, c'est 14 millions d'habitants. Alors, je ne sais pas comment on organise ça d'un point de vue matériel. Là, je pense justement que l'organisation, les process militaires peuvent être intéressants pour comprendre. Mais effectivement, on sent bien que ce genre de déstabilisation-là ne va pas être neutre dans les jeux géopolitiques qui sont à l'œuvre au niveau plus national. Un autre exemple qui nous semblait intéressant, c'est Taïwan, avec la question de la crise de l'eau, qui en fait fait la une de certains médias économiques depuis le post-Covid, en fait. Et en fait, Taïwan, en gros, aujourd'hui,
C'est 80% des semi-conducteurs les plus complexes en fait, qui sont produits à Taïwan et 50% du marché mondial des semi-conducteurs. Et l'île en fait, est confrontée à des problématiques géopolitiques évidentes dans ses relations à la Chine et est prise aussi dans des enjeux et des contraintes liées aux ressources qui sont elles aussi extrêmement sévères. Le premier enjeu, c'est l'eau, évidemment, et l'eau douce notamment, parce que vous avez besoin de beaucoup d'eau douce en fait, pour produire des semi-conducteurs. Le deuxième enjeu, c'est l'approvisionnement énergétique et le fait que Taïwan est extrêmement dépendant en fait, de ressources énergétiques qu'elle ne produit pas, qui sont en majorité des ressources fossiles. Et en fait, ici, vous avez deux extraits, deux études, en fait, deux articles qui soulignent combien aujourd'hui cette dépendance aux ressources fragilise à la fois l'île elle-même, et en fait un objet de fragilité dans ses relations aussi avec la Chine. Et aussi, évidemment, derrière, la question des effets de la contagion des risques d'arrêt de production des semi-conducteurs sur toute l'industrie mondiale, qui va affecter de très nombreux acteurs, qui peuvent être des acteurs du transport, mais aussi des acteurs militaires. C'est à moi. Alors, on ne vous l'a pas mis en slide, mais il y a aussi des cas de conflits géopolitiques sur une ressource naturelle. Entre la Chine et l'Inde, par exemple, la question se pose de comment on fait pleuvoir de quel côté de l'Himalaya, parce qu'évidemment, dans un monde où il y a moins d'eau, l'endroit où ça pleut commence à avoir un impact. Mais l'exemple que je voulais vous prendre, moi, c'est un peu plus proche. Vous avez là, alors c'est pas de la géopolitique au sens conflit armé avec un autre État, mais c'est des déstabilisations de l'ordre public en France. Vous avez là 3 des gros mouvements récents. Sainte-Soline ici, pardon, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et les Gilets jaunes. À chaque fois, il y a une composante climatique. Soit parce qu'un nouvel aéroport pose des questions d'émissions de CO2, soit parce que les méga-bassines posent des questions d'appropriation des ressources, soit parce qu'une taxe carbone, pour réussir la décarbonation, déstabilise le corps social suffisamment pour déclencher ce genre de choses. Donc c'est intéressant de se dire que même à l'intérieur, même nos batailles intestines, elles sont de plus en plus liées d'une manière ou d'une autre, et là dans ces 3 exemples de manière assez forte, au climat. Alors ça c'est aujourd'hui, mais le climat a toujours joué un rôle dans des grandes déstabilisations de l'État, pas toujours, mais en tout cas c'est arrivé. À gauche, c'est un tableau qui représente un orage de grêle, et il y a eu un gros orage de grêle en France le 13 juillet 1788, 1 an et 1 jour avant la prise de la Bastille, sécheresse terrible en France. Donc hausse du prix du blé, orage qui vient tuer, alors ça ne représente pas exactement Seine-Seine, mais qui vient tuer le cocher du roi. Le cocher du roi part en balade avec le roi, n'arrive pas à s'abriter à temps. Le roi, lui, protégé dans son carrosse, ne meurt pas, mais le cocher meurt. Cette grêle vient souligner un gros épisode de sécheresse, et vous avez le grand historien du climat, Emmanuel de Roy-Dury, qui a cette citation que je trouve intéressante parce qu'elle ne surestime pas non plus l'impact du climat. Elle dit qu'il y avait d'autres choses, il y avait des déstabilisations sociales, il y avait des demandes du tiers-État, mais à la fin, qu'est-ce qui déclenche le truc? Qu'est-ce qui, une fois que la balle était dans le fusil, comme il dit, déclenche la gâchette? Eh bien, c'est la longue sécheresse de 1788. Donc tout ça n'est pas nouveau. Le climat a un impact sur nos vies, nos modes de vie, la prospérité, l'abondance, et donc évidemment les moments où on est un peu moins prospère, où on est un peu moins abondant, qui peuvent tendre la situation. Donc ça, c'est le premier mouvement, le climat qui joue sur des tensions. Mais vous avez aussi un mouvement retour qui est des tensions qui nous empêchent de réaliser la transition ou l'adaptation aux effets du changement climatique. On vous a mis quelques exemples. Ça, c'est le premier, c'est toi. Et le premier exemple qu'on voulait aborder, alors c'est une problématique qui déjà a été pointée du doigt par Guillaume Pitron dans son ouvrage La guerre des métaux rares, sur le fait que la transition énergétique en fait déplace nos systèmes de dépendance en fait et crée de nouvelles dépendances, notamment vis-à-vis des acteurs qui maîtrisent la production et le raffinage des terres rares. Et ces acteurs, en fait, on peut en parler au pluriel, mais on peut aussi en parler au singulier, parce que, comme on va le voir après, c'est avant tout la Chine. Et effectivement, ce qu'on a vu sur la scène géopolitique aussi, c'est que les tensions entre les États-Unis et la Chine ont amené la Chine à prendre des décisions relativement fortes sur le rationnement en fait, des terres rares et de tous les métaux stratégiques, du lithium, etc. Et même s'ils ont en novembre en fait mis 1 an de délai en fait et relâché un petit peu les contraintes qu'ils avaient créées, il n'empêche que là on découvre que toute la transition en Europe en fait est quand même extrêmement dépendante de jeux géopolitiques qui nous dépassent en partie, qui mobilisent la Chine, les États-Unis, d'autres acteurs et qui nous en retour ont un impact très très important sur l'industrie européenne.
Un exemple aussi lié à ça, c'est les débats récents, c'est-à-dire la question aussi de la régulation européenne et de la volonté de conserver ou de repousser la date de 2035 comme date butoir à laquelle on devrait basculer sur des systèmes électriques, elle est intimement liée à cette question de est-ce qu'on a accès aux matières rares et est-ce qu'on a un contrôle stratégique en fait, qui nous permet en fait, industriellement de jouer là-dessus. Alors Volvo, là, vous voyez, vous avez une position de Volvo qui dit il ne faut absolument pas décaler cet horizon de 2035, il faut absolument le maintenir parce que l'industrie chinoise, elle va continuer dans cette perspective. Et un point qui est quand même très intéressant, c'est que plusieurs observateurs ont réagi aussi à cette annonce-là en disant oui, mais Volvo, c'est pas forcément une entreprise totalement européenne, c'est-à-dire son capital aujourd'hui, il est possédé aussi par des investisseurs chinois. Voilà. Alors, attendez, est-ce qu'on arrive à... Ah ben voilà. Ah voilà. Et là, ce que je voulais souligner aussi sur ce cas-là, c'est en fait la manière dont la Chine aujourd'hui est devenue un acteur incontournable sur tous nos projets industriels de transition. Et là, vous voyez en fait sur les différents matériaux, donc lithium, cobalt et autres minerais rares, en fait, ce qu'on voit en orange là sur ce graphe, c'est la part en fait qui est contrôlée par la Chine sur la partie midstream et downstream, donc tout ce qui est raffinage en fait de ces produits et leur commercialisation. Ici, ça vient d'une étude là qui a été publiée par l'IEA en octobre et qui souligne le fait que là, on rentre dans des régimes qui vont devenir beaucoup moins rigolos pour les industriels et qui vont être structurés par la rareté et les difficultés d'accès. Là, vous avez aussi les statistiques sur le mining et ensuite sur le raffinage en fait en ce qui concerne la production d'aimants permanents et à nouveau la proportion de la Chine qui est très importante. Et donc on voit comment en fait les questions de géopolitique ici affectent directement notre capacité à mener à bien une transition et notamment à électrifier le parc de véhicules, mais aussi plein d'autres applications industrielles. Voilà. Là, on vous a fait un autre exercice de comment un monde un peu instable peut déclencher des retards de transition. On a fait un exercice qu'on peut qualifier de mauvaise foi, mais on a mis en face l'augmentation du budget militaire tel qu'il est prévu et en face la réalité du fonds vert, donc de l'argent qu'on peut se consacrer à la transition. Alors évidemment, l'écologie n'est pas la seule concernée, mais plus on va augmenter l'argent qu'on met dans la défense, plus on peut imaginer que de l'argent qu'on mettait pour réaliser notre transition de manière le moins douloureuse possible ne sera plus disponible. Est-ce qu'on fait quand même la transition, mais un peu plus durement ? Est-ce qu'on la retarde au prix, on l'a vu, de dépendance stratégique vers des acteurs qui sont aujourd'hui des acteurs, je dirais, pas forcément alliés, mais pas non plus ennemis, mais qui pourraient le devenir. Donc évidemment, cette partie peut descendre. Il y a des acteurs qui font un truc assez malin, et ça c'est la slide d'après, c'est les Espagnols. Les Espagnols, ils ont un budget militaire assez bas historiquement, et donc l'OTAN, vous le savez, leur a demandé d'augmenter pour atteindre ces fameux 5%. Les Espagnols, ils ont répondu, d'accord, si et seulement si, vous me laissez compter là-dedans le budget de la sécurité civile. Autrement dit, l'armée comme solution d'adaptation. L'armée qui vient aider à prévalence à sauver des gens, à sortir, ce qui sont des choses qui arrivent chez nous aussi. Mais je trouve le pas de côté assez intéressant de dire renforcer ses infrastructures, mettre de l'argent dans l'armée, renforcer ses ponts, ses routes. Ça peut aussi être une manière, alors pas de réduire nos émissions, mais en tout cas de s'adapter aux effets du changement climatique. Donc voilà quelques exemples qui peuvent montrer comment ça nous permet de faire ou pas la transition dans les temps. Et au milieu de tout ça, il y a des boîtes. On est quand même à l'ESCP. Alors, on va faire très vite sur les boîtes, mais on voulait vous montrer les deux extrêmes du raisonnement qui nous semblent intéressants. À gauche, vous avez la manière habituelle de considérer les entreprises face au changement climatique. Pauvres entreprises qui, face à des chocs de demande, des chocs d'approvisionnement, sont obligées de réagir et essayent de planifier. Ça, Toray, c'est une des boîtes qui, en 2022, a dû arrêter ses lignes de production parce que, on l'a peut-être un peu oublié, mais en 2022, il y a eu une grosse sécheresse en France, un été très chaud, et ça a limité. Et puis, vous avez l'exact inverse, le Volvo suédo-chinois, où, en l'occurrence, là, on a vraiment poussé le cliché jusqu'au bout, le Elon Musk, qui, au lieu d'être une entreprise qui subit les effets du dérèglement climatique et ou géopolitique, devient carrément un acteur et se pose en situation de dessiner avec ses réseaux Starlink ce qu'on considère être la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie. Et là, c'est une citation récente. Et il dit, si je coupe mon accès, l'Ukraine
s'écroule. C'est quand même intéressant de se dire que ce n'est pas un général d'armée américain qui dit ça, mais un chef d'entreprise avec toutes ses limites. Donc, la réalité, elle est quelque part entre ces deux extrêmes. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui subissent complètement, qui n'y peuvent rien. Il y a des boîtes qui peuvent en faire un outil de prise de décision, qui peuvent influencer un certain nombre de décisions. On parle souvent de l'industrie lourde, c'est évidemment le cas. C'est le cas de l'industrie de la défense. Et c'est ça qu'on va essayer d'explorer ensemble un peu dans la table ronde qui suit. Je dirais juste que pour les entreprises dites traditionnelles ici, en fait, la question de la souveraineté se pose entièrement aujourd'hui. Et je pense aujourd'hui en Europe se pose vraiment cette question aussi de comment est-ce qu'on reconstruit de la souveraineté stratégique et comment la question de la stratégie d'entreprise aujourd'hui doit se poser sous un angle de souveraineté, c'est-à-dire de capacité d'accès à des ressources critiques et à mener à bien ses activités. Et effectivement, ces compagnies-États, là, on a repris une notion qui a été proposée par Arnaud Aurin. Donc là, ici, on s'est dit, pour terminer, c'est quand même bien de donner aussi quelques idées de lecture et de références qui nous ont aussi alimentés dans ce travail de cadrage. Donc Arnaud Aurin, en fait, lui, dans un ouvrage là, qui est sorti en début d'année, parle du capitalisme de la finitude. Et je pense que c'est un très bon ouvrage pour penser l'entrée de nos régimes capitalistes dans des régimes qui deviennent structurés par non plus l'abondance de ressources, mais leur raréfaction. Et du coup, dans ce cadre-là, ce que dit Arnaud Aurin, c'est notamment qu'on voit se transformer la figure des entreprises et on voit émerger ce qu'il appelle des compagnies-États, qui a des précédents historiques évidemment, mais dont l'identité entre entreprise et État s'effrite et des entreprises deviennent des acteurs clés de la géopolitique mondiale. Je pense que c'est une réalité qui est devant nous, qui est en train d'émerger et qui est très très important de pointer et qui va avoir des répercussions énormes sur ce grand enjeu qui nous alimente en matière d'adaptation. Trois autres ressources, défense-climat, qui en fait réunit plein d'études qui sont tout à fait dans le lien, dans la continuité des réflexions qui nous animent aujourd'hui. Un ouvrage récent de Dominique Bourg et Jean-Vincent Olindre qui s'appelle « Guerre et climat ». Et surtout, j'en profite pour le plus important, évidemment, c'est la sortie prochaine de l'ouvrage de Clément Jeannot et Antoine Poincaré sur la problématique de l'adaptation. Ouais, alors moment égotique assez particulier. Heureusement, il est fait par un professeur de l'ESCP, donc je suis content. Non, blague à part, on n'y parle pas spécifiquement de guerre, mais de ce qui peut nous attendre dans les années à venir et d'un certain nombre de convictions qu'on partage sur comment faire face à l'adaptation. Ça sort en janvier et s'il y en a qui sont intéressés, il y aura probablement un petit événement de lancement de type apéritif avec peut-être des bières et du vin tant qu'il en reste dans un monde d'abondance. Merci beaucoup. Merci et donc on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir et d'accueillir Tatiana, qui va aussi présenter tous nos invités. Merci. Bonsoir à tous. Merci Aurélien, Antoine pour cette présentation plus qu'utile et qui permet de mettre en perspective ce qui nous rappelle à quel point le climat recompose aujourd'hui les équilibres internationaux, économiques et politiques. Pour prolonger ce panorama, je vous propose d'aborder un angle devenu structurant, la géopolitique de l'adaptation, c'est-à-dire non pas ce que le climat fait au monde, mais ce que les institutions publiques, les entreprises, les opérateurs doivent transformer pour faire face à ces impacts. Les événements extrêmes ne créent pas aujourd'hui de crise ex nihilo à partir de rien. Ils exacerbent des vulnérabilités existantes, accélèrent des tensions déjà présentes et souvent soulèvent des enjeux de sécurité, de stabilité et de souveraineté. Pour décrypter cette nouvelle donne, nous avons donc l'honneur ce soir de réunir 3 intervenants dont les responsabilités se situent au cœur des dispositifs d'anticipation et d'adaptation. Et j'ai ainsi donc le plaisir d'accueillir sur scène aujourd'hui le général Mison, gouverneur militaire de la ville de Paris, qui nous partagera la manière dont les armées intègrent désormais le climat comme paramètre structurant de la planification, que ce soit dans la gestion des crises simultanées, le croisement des données ou encore la modélisation des scénarios. Nous accueillons également Emmanuelle Trichet, qui est directrice du programme Transition et Innovation des entreprises financières et non financières au sein d'I4CE, I4C, qui nous partagera son analyse sur comment la finance aujourd'hui évalue les risques,
structure les investissements d'adaptation et pourquoi elle tend à devenir un levier stratégique de résilience. Enfin, nous accueillons Ludovic Arga, conseiller sur les questions climatiques pour Orange, qui illustrera comment ces interdépendances entre aléas climatiques, contraintes technologiques et tensions géopolitiques transforment les modes d'organisation, les priorités d'investissement et les coopérations nécessaires pour garantir la continuité des réseaux. 3 angles différents donc, mais un enjeu unique. Comment anticiper ? Comment protéger ? Comment coopérer dans un environnement où nos vulnérabilités sont désormais interdépendantes ? Pour entrer donc directement dans le cœur de ce sujet, je me tourne vers vous, Général, et je voudrais vous poser la question suivante. Dans le contexte actuel, où on a parfois l'impression aujourd'hui que les événements s'enchaînent, guerre cyber, déstabilisation de la Russie, alliance difficile avec les États-Unis, on pourrait penser que le climat est un problème moins urgent et finalement moins grave que le risque de guerre. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau d'importance évalueriez-vous la question du climat ? Bonsoir Tatiana. Merci évidemment de me donner la parole. Je trouve quand même assez intéressant de donner la parole en premier aux militaires. Ce n'est pas complètement intuitif quand on parle de ces sujets-là, et c'est des sujets de changement climatique et de stratégie d'adaptation. Pour autant, et ça a été très bien dit par Antoine, que je ne vois plus, mais il s'est caché, je ne sais pas où, voilà. Il l'a dit. Pourquoi le 6 juin a eu lieu le 6 juin ? En fait, uniquement à cause de la météo. En fait, on aurait pu, depuis 80 ans, célébrer le 3 juin, puis le 4 juin, puis le 5 juin, puis le 6 juin. Et tous les points de situation dans les armées, quel que soit le niveau et quel que soit le théâtre, commencent immanquablement par un point de la situation météorologique. Donc cette notion d'adaptation aux conditions climatiques, c'est quelque chose qui est profondément ancré chez les militaires. Ça, c'est pour vous planter le décor. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que le changement climatique, c'est 100% lié aux trois autres notions qui ont été très vite rapportées, que je rappelle juste. On fonde l'entièreté de nos réflexions sur globalement 4 réflexions majeures. La première, c'est l'utilisation, le recours à la violence désinhibée la plus forte et la plus violente possible. On a 1000 exemples. Hier, il y a 20 ans, Al Facher aurait fait la une de l'actualité pendant 1 mois. Je suis sûr qu'ici, je fais un sondage dans la... Vous êtes plus sûr et certain de savoir de quoi je parle quand je cite le mot Al Facher aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la guerre qui a déjà commencé sur les réseaux sociaux, la guerre de l'information, qui est d'une violence, voilà, avec l'ensemble des ramifications cyber, etc. Le troisième point, c'est la remise en cause d'un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs que je crois profondément universelles et universalistes, liberté, égalité, fraternité, qui aujourd'hui sont considérées comme des valeurs relatives, discutables et pas forcément adaptables. Et le quatrième, c'est le changement climatique. Pourquoi le changement climatique ? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous ne mettez pas la même chose dans un hélicoptère quand il fait 16 degrés et quand il fait 40 degrés. Or, aujourd'hui, j'ai un camarade de promotion qui commande les forces de l'OTAN à Bagdad, et je le salue dans la salle, le conseiller climat du chef d'état-major des armées, Bastien Alex. Nous avons réfléchi d'ailleurs avec AXA Climate, avec un certain nombre de modélisations. En 2050, il y aura plus de 120 jours par an à plus de 45 degrés à Bagdad, enfin en Irak. Peut-être qu'il n'y aura plus de soldats à ce moment-là parce que le pays vivra en autonomie totale de sécurité. Donc nous sommes obligés de prendre en compte ces notions. Donc nous développons un travail extrêmement fouillé dans les 3 étapes de la vie militaire, de la réflexion militaire, que sont la prospective, que sont la planification et que sont la conduite des opérations en 3 minutes.
La prospective, c'est très simple. Je vous invite à trouver Menace 2035. Menace 2035, c'est Radar. Radar, c'était avant ce qu'on appelait Red Team. Dans Radar, c'est des écrivains de science-fiction, des scientifiques, des universitaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des militaires en uniforme, qui réfléchissent sur des scénarios plausibles d'anticipation de ce qui pourrait nous arriver. On n'est pas en train de dire c'est pas Madame Irma, c'est pas Madame Soleil, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver. Un chapitre entier est consacré au climat. Ça, c'est l'anticipation, la prospective. Ensuite, mon job à moi, c'est de planifier. Sans plan, on va nulle part. Avec un plan, on va sûrement ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre job à nous, c'est dans un monde où les ressources sont finies, vous n'entendrez jamais un militaire vous dire qu'il a assez d'argent, assez d'hommes, assez d'équipements. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est juste le talent de développer une stratégie. Une stratégie, c'est quoi? Ways, ends and means. C'est j'ai un objectif, j'ai des moyens à y consacrer et par comment je l'atteins. C'est ça le job des militaires. Jamais vous direz à un militaire « Ah non, moi j'ai ce qu'il me faut, il n'y a pas de souci ». Et donc, nous sommes en train, en permanence, d'allouer, de réallouer des moyens en fonction de ce que nous pressentons être les choses dont on va avoir à s'occuper. 2 exemples. Il y a eu une saison cyclonique extrêmement importante l'année dernière qui a battu des records. Et toute la réflexion que nous devions avoir, c'est est-ce qu'on met les hélicoptères, est-ce qu'on positionne des hélicoptères dans les Antilles, est-ce qu'on ne les positionne pas, est-ce qu'on charge des bâtiments de la Marine nationale qu'on envoie à Norfolk, aux États-Unis, au plus près, mais si on met les bâtiments de la Marine nationale à Norfolk, on les aura plus en Europe. Et donc, c'est des décisions de commandement absolument majeures. Dernier point, la conduite des opérations, et ça, comme gouverneur militaire, non pas de la ville de Paris, mais de toute l'Île-de-France, je suis en charge notamment de la vigilance crue de la Seine, car oui, il y a eu des travaux de fait, oui, nous allons devoir, probablement qu'il n'y aura pas de crise centennale de 1910, n'empêche que chaque année, à partir du 1er décembre, un certain nombre de moyens militaires sont mis en alerte de manière à pouvoir réagir au plus vite en coordination avec les pouvoirs publics pour répondre aux aléas climatiques. Je terminerai juste sur un point parce qu'il faut quand même un peu lancer de l'effort. Je trouve ça quand même assez savoureux qu'Antoine ait choisi de donner l'exemple de l'Espagne parce que, si vous voulez, en matière de réussite, de réactivité climatique avec le drame de Valence, voilà. Et c'est vraiment un point auquel je pense il faut vraiment qu'on fasse attention. Je pense que le pire qui peut nous arriver, c'est qu'on nous oppose les uns aux autres. Donc dire l'argent qu'on mettra dans la défense, ce n'est pas l'argent qu'on pourra mettre ailleurs. Je pense que c'est vraiment le piège dans lequel nos compétiteurs souhaitent que nous tombions. Or, la réalité de ce qui nous attend demain, c'est l'absolue nécessité que nous nous coordonnions les uns et les autres, chacun. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Par exemple, il y a un mois, j'ai organisé avec la préfecture de police et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris l'exercice Hydros 25, qui était un exercice de coordination des moyens de secours en cas de crue centennale de la Seine. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Merci, Général. Justement, on reviendra sur cet aspect de travailler en coordination et d'assembler les différents secteurs. Je voudrais rebondir sur votre propos et vous interroger, Emmanuel, sur les leçons que la finance peut tirer de cette approche de planification, d'anticipation et d'appréciation de scénarios multicrises. Alors, bonjour à tous. Peut-être pour rebondir sur les propos du général, effectivement, l'adaptation devient un nouvel ordre géopolitique, et je pense qu'il est très important collectivement de bien relier les choses en se disant finalement que le climat, la lutte contre le dérèglement climatique génère de la résilience, enfin de l'adaptation, de la résilience, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité. Donc finalement, ce sont quand même des combats convergents.
On insiste aussi sur une chose qui est très importante, l'intitulé de la conférence ce soir est l'adaptation. Alors pardon, parce que je ne suis pas venue moi aussi avec un livre, j'aurais pu prendre les plaquettes et les rapports d'I4C sur l'adaptation. On en a un certain nombre. Mais une chose qui est très importante et un message qu'on fait régulièrement passer, c'est qu'il faut aussi continuer l'atténuation, et une atténuation, si je puis dire, dans un champ des possibles plus large, c'est-à-dire une atténuation qui soit aussi adaptée. Voilà. Alors, sur le sujet de la prospective et de la planification qui est clé, il me semble qu'effectivement, il y a beaucoup à apprendre de la défense, de toute leur expertise en matière de prospective, pour penser l'impensable, pour penser des ruptures abruptes, et pas simplement une adaptation progressive et incrémentale. Je prends juste 2 exemples. L'Université d'Exeter vient de sortir un rapport sur les points de bascule 2025 et incite d'ores et déjà, au vu de l'effondrement de certains équilibres océaniques qui pourraient toucher l'Europe et conduire à des scénarios de variation extrême de température, incite donc les institutions, entreprises et gouvernements à intégrer des stress scénarios en conséquence. Deuxième exemple, chez I4CE, nous retenons le scénario 4 degrés comme un scénario finalement de référence, de manière... Alors la question, c'est pas de savoir si c'est le plus probable, mais c'est simplement de savoir si les décisions qu'on prend aujourd'hui seront suffisamment robustes et résilientes dans tous les cas de figure. Et dernier point que je tire du colloque récent de l'Académie de défense, qui disait que finalement la nature humaine avait des biais, on ne veut pas voir ce qui est sous nos yeux. Il y a une réelle crise des imaginaires, on n'anticipe pas ce qui va se projeter dans 10 ou 20 ans. Une question collective que nous avons à nous poser, c'est probablement pourquoi tous ces scénarios et pourquoi faire ensemble. Merci Emmanuel. Ludovic, alors vous travaillez dans un secteur qui est au croisement de ces enjeux-là, technologiques, géopolitiques, climat. Comment on anticipe aujourd'hui différemment? Comment on répond à cette dépendance multiple? Et comment est-ce qu'on emmène sa gouvernance à prendre en compte ces enjeux, ces nouveaux enjeux? On ne fait pas. Non, plus sérieusement. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'espace de 25 ans, on est passé d'un monde analogique très peu intégré à un monde numérique totalement intégré. Dit autrement, il n'y a pas un objet où il n'y a pas un peu de numérique dedans, ou quasiment pas. Et juste cette évolution-là, je ne parle pas du changement climatique, ça crée de nouvelles vulnérabilités. Tout simplement parce qu'en réalité, l'IT est au milieu de tout le reste. Ce qui fait que si on perd l'IT, on perd tout le reste. Et en plus, l'IT, on l'a fait pourquoi? Parce que c'était simple, c'était pas cher, et ça nous permettait de faire des gains. Donc fin de l'opération, quand on perd l'IT, et donc télécom, mais c'est aussi le numérique en général, et il suffit d'un truc, perdre un truc et on n'en a plus, on se retrouve dans une situation où on a des systèmes qui étaient hyper optimisés, et quand on perd l'IT, en réalité, on perd tout le reste, et surtout, on n'a plus ni les savoir-faire, ni le manpower pour le faire. Et les RH, c'est un petit sujet, d'ailleurs, ne serait-ce y compris dans l'armée. Et ça, tout simplement parce que l'IT s'est mis partout. Et je vais vous donner un exemple. Mayotte. Mayotte, c'est bête, mais c'est génial comme cas d'école. Mayotte, c'est un cas où vous avez une île où le moindre ravitaillement, c'est à 2000 km, donc 2 jours en bateau, dans le meilleur des cas. L'aéroport, ça ne se passait pas très très bien. Et puis de toute manière, de la métropole, il faut quelques heures également. Et vous vous retrouvez où je n'ai plus de courant parce qu'il y a un petit ouragan qui est passé par là, et vous n'avez plus de réseau télécom, parce que le réseau télécom sans courant, ça ne marche pas bien. Voilà. Sauf que quand il n'y a plus de réseau télécom, vous n'avez plus de SMS, vous n'avez plus TikTok, mince, mais vous n'avez plus de distributeur de billets, de toute manière, il n'y a pas de courant. Vous n'avez plus de numérique dans le port, ce qui fait que vous pouvez avoir un navire dans lequel vous avez du matériel, mais pour pouvoir le décharger, il faut qu'il passe la douane, mais la douane ne marche pas parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'IT. Et donc vous vous retrouvez avec un bateau qui a de la nourriture, qui a de l'eau, et en même temps, vous ne pouvez pas le décharger.
Alors après, on fait sauter les règles, hein, c'est un autre problème. Mais grosso modo, on est hyper dépendant des solutions IT. Et demain, quand on se projette un petit peu, on a l'euro numérique qui arrive. Donc l'euro numérique, c'est l'étape 1, et puis l'étape 2, c'est il n'y a plus de chéquier, il n'y a plus de monnaie. Et ben, si on se retrouve avec une tempête de 1999, alors les Parisiens ne l'ont pas trop vu, mais ceux qui étaient en campagne, oui, et ben, on se retrouve avec plus de châteaux d'eau, parce que les châteaux d'eau sont télégérés. On ne sait pas redémarrer le réseau électrique, parce qu'en réalité, tout ce qui est transformateur électrique, en réalité, c'est télépiloté. Et ça, Ciarán et Domingos nous l'ont appris. La tempête d'il y a 2 ans, 3, bref. Tout ce qui est traitement des eaux usées, c'est pareil, c'est en carafe parce que c'est télépiloté. Le paiement bancaire, ça ne marche pas. Bref, on est tout de suite très, très vite coincé. Par contre, et c'est là que je vais en revenir à la question, quand on pose ce scénario-là, une fois qu'on l'a posé, on s'est dit, bon, ok, la tempête de 99 en 2040. Bon, en 2040, j'ai les paiements, j'ai les machins, j'ai les trucs. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En 2040, si la réglementation n'avait pas changé, on serait quasiment tous en voiture électrique. Les voitures électriques, c'est quoi ? C'est des batteries sur roues. Si je ne suis pas complètement bête, cette batterie sur roue, au lieu d'aller faire des kilomètres pour faire n'importe quoi, je peux mutualiser ce déplacement pour aller chercher un petit peu de pack d'eau, un petit peu de nourriture. Je peux me servir de cette même voiture électrique d'une batterie pour alimenter un frigo qui est communautaire dans le village, qui me permet de préserver mon radis pour pas qu'il pourrisse, etc. Je peux alimenter peut-être un site mobile de télécom pour qu'il fonctionne grâce à des panneaux solaires de 8h à 18h, parce que c'est le 21 décembre et qu'on ne peut pas faire mieux. Bref, en fonction de ce scénario-là qui est à la base catastrophique, quand on réfléchit un petit peu, on trouve tout de suite des solutions et qui ne sont pas complexes. Elles sont essentiellement organisationnelles. Par contre, plus on fait l'autruche, plus ça fait mal. Et typiquement, nous, on a été très piqués par Ciarán et Domingos parce qu'on a découvert notre interdépendance avec Enedis. Donc il faut du courant pour avoir des télécoms, il faut des télécoms pour avoir du courant. Et donc on a été un peu vexés par cette affaire-là. Donc du coup, on a lancé un grand plan de compréhension pour régler ces problèmes-là. Mais plutôt qu'à prendre dans la douleur, la question c'est comment on le fait. Et pour le faire, c'est poser des scénarios. Et une fois qu'on pose des scénarios, on peut trouver des solutions qui sont assez simples. Merci Ludovic. Mais du coup, ces solutions ont un prix. Emmanuel, je vous renvoie à nouveau la question avec un coût d'adaptation élevé. Et un ROI qui est souvent limité, en tout cas dans un court terme. Comment aujourd'hui la finance peut apporter et soutenir cette résilience des infrastructures critiques comme les télécommunications ? Alors c'est vrai que l'adaptation bute sur les investissements financiers parce que la rentabilité est complexe. Alors, ne rien faire, c'est s'exposer pour la suite à des problèmes de compétitivité, voire d'assurabilité. Et ça suppose en effet de tenir compte du coût de l'inaction, donc de revoir les calculs de retour sur investissement. Et je pense qu'il serait intéressant de voir, alors chez Orange, à la SNCF, enfin dans toutes ces infrastructures critiques notamment, quelle serait la rentabilité en tenant compte de l'ensemble des coûts de l'inaction, c'est-à-dire les coûts de réparation, des poteaux, etc., des coûts d'interruption de service avec l'impact sur l'insatisfaction des clients, sur le B2B, le B2C, des coûts aussi macrosociaux d'interruption d'infrastructures critiques. C'est-à-dire d'additionner en fait l'ensemble de ces coûts pour pouvoir corriger la rentabilité. Et si ça suffisait pas, j'ai envie de dire, il faudrait probablement s'interroger sur les zones les plus vulnérables, les 10% de zones les plus vulnérables, et partager aussi les coûts avec d'autres acteurs, les services d'urbanisme, peut-être d'autres opérateurs qui peuvent avoir intérêt à avoir des enfouissements, de la fibre, de canalisation d'eau et d'électricité dans les sols. Et puis, donc très clairement, ça veut dire prioriser, mutualiser, et puis, en dernier lieu, externaliser. Alors, c'est externaliser, peut-être, ça devrait, logiquement, toutes ces actions devraient conduire à des réductions de primes d'assurance aussi.
et puis en trouvant, je pense qu'il faut se mettre autour de la table pour trouver des solutions, des instruments de financement qui permettent de réconcilier le tout. Merci Emmanuel. Général, dans vos missions, pour revenir sur cette nécessité de coordination, comment aujourd'hui justement cette coordination, cette coopération s'organise avec des opérateurs privés, peut-être publics, pour maximiser la résilience ? En France, on a souvent quand même tendance à trouver que tout va mal, etc. On a quand même la chance, et il faut le reconnaître, de vivre dans un État jacobin. Un État jacobin qui a une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, elle part de Paris et elle s'exerce dans l'ensemble des départements, des territoires, à travers les préfets. Et dans certaines crises climatiques, dans d'autres pays, ce qui a manqué, c'est cette capacité de coordination dans la réponse aux crises. En France, je prendrai l'exemple de l'Île-de-France, le préfet de police qui, dans ses attributions, a non seulement, évidemment, la sécurité des biens et des personnes, mais a aussi pour emploi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est-à-dire il a aussi la sécurité au sens technologique, crue, aléas climatiques, etc. Il bénéficie d'un état-major de zone de défense avec lesquels nous travaillons tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, ce n'est pas un élément de langage, c'est une réalité physique. Nous travaillons tous les jours sur les scénarios qui pourraient arriver en Île-de-France dans l'ensemble du champ du sujet dont on parle. C'est-à-dire, évidemment, ça va du plus militarisé, la lutte contre le terrorisme, ça, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais aussi l'adaptation des territoires et surtout la réaction aux aléas. Voilà. Et cette colonne vertébrale, moi, je veux insister là-dessus parce que dans un monde où on pensait que la dérégulation, la compétition, la décentralisation poussée à outrance, c'était ce qu'il y avait de mieux, on se rend compte que cette colonne vertébrale, elle est quand même très importante parce que dès qu'il arrive quelque chose, tout le monde se tourne vers les préfets. Il y a des centres opérationnels départementaux qui se mettent en place et tout le monde se plug, la sécurité civile, les militaires, les forces de sécurité intérieure, l'ARS, etc., etc., etc. Ça, c'est la théorie. Le deuxième point, je pense qu'en France, il y a un vrai travail que nous devons faire, c'est la responsabilisation individuelle. Moi, je suis frappé du débat qui a eu lieu quand le gouvernement a annoncé la parution du guide que vous avez présenté. Un guide qui est quand même simplissime. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être affecté au Pentagone, de travailler 3 ans à Washington. Quand vous vivez à Washington, la première chose dont vous vous rendez compte, c'est que les avenues en horloge, vous savez que c'est un plan romain, hein, c'est un plan carré, sauf qu'il y a les grandes avenues qui portent le nom aux États qui sont en horloge. Toutes ces avenues, Massachusetts, etc., en dessous, il y a marqué Evacuation Road. La capitale des États-Unis, l'État le plus riche de la planète, il y a les routes d'évacuation qui sont prévues. Le deuxième point, quand vous arrivez, que vous êtes un citoyen lambda, on vous dit, la première chose qu'on vous dit, c'est de faire une caisse d'alerte. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un sujet, c'est pas, voilà, vous tirez $300, vous achetez 4 paquets de pâtes, vous achetez 2 litres d'huile, 6 packs d'eau, etc., etc. Évidemment, moi j'étais français, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ricané. Parce que, évidemment, je suis bien plus intelligent que tout le monde. Donc je n'ai pas fait ma caisse d'alerte. Et quand vous passez une semaine chez vous avec 3 mètres de neige qui vous empêche même de pousser votre porte, et ben en fait, vous dites, ouais, c'est quand même pas mal la caisse d'alerte. Voilà. Et donc, cette responsabilisation individuelle, je crois qu'il faut aussi s'interroger chacun. Il faut trier, etc. Mais il faut aussi comprendre que nous serons tous partis d'une aventure collective, car quand il y aura 5 mètres sous les eaux à Paris, il faudra tous qu'on s'y mette, et pas uniquement les pompiers ou les militaires.
Je vais donner un exemple. Valence. Regardez les images de Valence quand il y a les pluies. Vous vous retrouvez avec des personnes qui sont en train de filmer la catastrophe, mais qui se retrouvent emportées. Vous retrouvez des gens qui sont dans leur gros SUV et qui foncent dans le torrent d'eau et qui finissent par mourir parce qu'on ne comprend même plus ce que c'est qu'un risque. Voilà. Et avoir peur d'une plaquette et ne pas comprendre ce que c'est que le vrai risque physique, c'est un peu ballot, quoi. C'est-à-dire qu'on ne met pas la peur au bon endroit. Voilà. Se rendre compte, regarder, sans faire l'autruche, la réalité des risques auxquels on peut être confronté, c'est essentiel parce que le jour où ça arrive, en réalité, on est prêt. Voilà. Et ça, on a un vrai travail d'un point de vue sociétal. Et je crois que ce n'est pas anxiogène. Ce n'est pas du tout anxiogène. Au contraire, ce n'est pas anxiogène. C'est juste être prêt. Merci. Donc il y a de la coopération, il y a de la responsabilisation. À l'échelle financière, stratégique, comment concrètement on s'appuie sur ces coopérations? Comment est-ce qu'on prend compte aussi de la réalité du terrain pour justement l'inscrire dans une réalité qui peut être rencontrée à la fois par des entreprises, par des acteurs du secteur public? Alors, là, c'est vrai que le gros sujet et le traitement de l'adaptation réside effectivement dans, alors certes l'anticipation, mais aussi la coopération. Cette coopération, j'ai envie de l'illustrer par un exemple. L'émergence en fait de formes de nouveaux acteurs, certains à petite échelle, mais d'autres, il y a des exemples à plus grosse échelle qui permettent de réunir de manière un peu interdisciplinaire différentes catégories d'acteurs, donc des assureurs, des ONG, des banquiers, des financiers, des entreprises qui fondent des alliances. Un exemple peut-être dans le domaine de l'économie bleue, où il y a eu des initiatives pour réfléchir à des passages à l'échelle. Alors on peut citer par exemple l'alliance Aura, 2R et 2A, qui réunit un certain nombre d'acteurs. Comptant que l'océan, c'est une infrastructure naturelle d'adaptation, les récifs coralliens, les mangroves, qui permettent des barrières naturelles contre les ouragans, qui permettent de protéger l'activité. Donc la collaboration de ces différentes expertises a permis de mettre sur pied des solutions d'innovation. Je pense en particulier à des assurances paramétriques fondées sur la nature, donc qui se déclenchent selon des indicateurs, des triggers, la vitesse du vent, la force des vagues, mais qui permettent de débloquer des fonds immédiatement qui sont affectés pour restaurer la nature. Donc finalement, ça permet aux entreprises de tourisme et toutes les entreprises locales de poursuivre leur activité, aux banquiers de financer et aux entreprises de protéger aussi leur chaîne de valeur. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de coopération et ça se relie en fait au thème de la géopolitique parce que certaines autres initiatives, certaines sont aussi importantes et on est face à des entreprises finalement globales qui traitent de problèmes qui dépassent des problèmes d'un seul État. Et qui transforme l'adaptation en des questions, en des thématiques en fait de sécurité, de souveraineté, en structurant de nouveaux marchés. Merci. Du coup, la finance, dans ce cadre-là, devient une ligne de défense stratégique dont on peut s'inspirer. Je voudrais revenir, Ludovic, sur un autre aspect qui tient à la gouvernance et à l'industrialisation des crises. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre gouvernance en interne et vos processus opérationnels? Qui prend la décision? Qui a cette vision-là pour la matérialiser concrètement à la fois l'illustration et la mise en place des scénarios que vous mettez en place? Alors, sur la gestion des crises, grosso modo, il n'y a pas de grand changement chez nous. On est opérateur télécom. N'importe quel opérateur télécom vit à l'extérieur parce qu'il y a une grande partie du réseau qui se trouve à l'extérieur et des tempêtes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. La nature peut changer, l'intensité peut changer, les endroits peuvent changer, mais grosso modo, on connaît. Là où on se retrouve avec des phénomènes qui sont assez intéressants, c'est
pas forcément l'intensité pour les tempêtes, mais plutôt la répétition des tempêtes, pour plein de raisons atmosphériques et hydriques. Mais par contre, on se retrouve dans une situation où il y a un taux d'usure chez nos techniciens. Voilà. Et ça, quand on en discute avec RTE, avec Enedis, avec SNCF Réseau, ils ont le même phénomène, c'est la répétition finit par user. C'est pas forcément plus intense, mais répéter. Dit autrement, nous on a maintenant ce qu'on appelle la FIRO, donc qui est la force d'intervention rapide d'Orange, voilà, pour venir intervenir dans les cas de catastrophe. J'aime bien citer cet exemple-là. C'est avant, tous les 2-3 ans, on avait une grosse tempête en Bretagne et donc on avait les amis d'Alsace qui partaient d'Alsace et qui allaient boire un coup de chouchen. En réalité, ils allaient réparer le réseau et puis ils finissaient par boire du chouchen en Bretagne. Et donc c'était un moment qui était certes intense parce que c'est une gestion de crise, etc. Mais grosso modo, il y avait de l'entraide, de la solidarité. C'était une fois de temps en temps et donc il n'y avait pas de sujet particulier. Sauf que maintenant, c'est quasiment tous les ans. Voilà. Et le chouchen une fois tous les 3 ans, c'est bien, mais tous les ans, ça devient un petit peu différent. Et puis, il est un peu plus difficile. Et puis, il y a une répétition. Je ne peux pas partir de la maison 2 mois par an, etc., etc. Donc, la question, c'est plutôt comment on peut se réorganiser, comment on peut réappréhender. Alors là, pour le coup, il y a de la force au travail un peu plus. On cherche à anticiper les crises météo de manière beaucoup plus prévisible que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, c'était on avait une tempête et on réagissait. Donc là, typiquement, jusqu'à Ciarán et Domingos. Et donc, comme on a été vexé parce qu'on s'est fait surprendre par ce cas-là, on est en train d'industrialiser notre chaîne d'aléas météo pour être capable, plusieurs jours à l'avance, de savoir si on va avoir une difficulté ou pas. Typiquement, Chido, on a anticipé. Garance, on a été encore meilleur. Pourtant, c'était que quelques mois. Mais Garance, ça a été une métacrise pour nous. Donc ça a été la crise de la crise. Parce qu'on a eu La Réunion qui a eu Belle-Île il y a, je vais me tromper, mais il y a à un moment. On a eu ensuite Chido qui est arrivé 12 mois après, sachant que nos équipes de La Réunion avaient juste fini de réparer le réseau de La Réunion et ils ont dû intervenir en catastrophe à Mayotte. Sauf que 3 mois plus tard, il y a eu Garance qui est revenu casser La Réunion, sur lequel on avait des techniciens qui étaient déjà dans une situation difficile en termes de camp de vie, mais avec des familles qui étaient blessées, etc. Et donc là, il a fallu les rapatrier. Et donc on avait une équipe de gestion de crise qui était en crise, une équipe de réparation qui était en crise. Et c'est ça en réalité qui est un peu nouveau, sur lequel il faut qu'on arrive à trouver des leviers. Ces territoires extramarins, ils sont très intéressants parce qu'ils sont juste l'avant-garde de ce que nous, on va vivre ici. Donc il faut absolument qu'on apprenne et qu'on apprenne vite par rapport à ça. Alors l'anticipation, je pense que on va savoir faire maintenant, voilà, c'est sur la bonne route. Maintenant l'organisation, on est en train d'y travailler, on est en train d'ajuster. Typiquement, on en parlait quand on a préparé. Nous, on aimerait bien arriver à mettre des beaux camions avec notre beau logo dans des avions militaires pour pouvoir transporter le matériel plus rapidement. Enedis y arrive parce qu'ils sont encore un service public, nous on est une entreprise privée, donc ça pose tout de suite des questions organisationnelles, parce que si les oranges peuvent y aller, les bleus ils vont dire mais pourquoi vous avez droit à l'avion et pas nous, et puis les rouges ils vont dire pareil, et puis les gris ils vont dire pareil. Ce qui est normal, mais donc il y a de l'organisation, pour le coup ça ne coûte pas cher, par contre il faut arriver à se mettre autour de la table avant la crise pour ne pas avoir à gérer ça pendant la crise. Parce qu'inventer le plan de bataille pendant la crise, c'est pas terrible. Le Covid l'a montré. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à anticiper. Donc, sur la météo, c'est bon. Sur les organisations, dans les événements, il faut qu'on arrive à ne pas essouffler nos équipes. C'est ça. Donc, il y a du renforcement, mais il faut penser à d'autres choses. On a pensé à une réserve opérationnelle des techniciens qui étaient là, qui sont sortis du cercle des unités d'intervention et qui, en réalité, sont en réserve au cas où. Comme les médecins, quand ils sont partis à la retraite, 6 mois après, on peut les rappeler. Voilà, on est en train de penser à tout un tas de choses. Ça, c'est déjà en place dans le cas de la FIRO. Mais on peut encore aller plus loin. On peut faire de l'empowerment local. Quand on parle de la tempête 99, la question potentiellement, est-ce qu'on a besoin d'un vrai technicien Orange qui appuie sur le bouton pour réparer le truc simple ? Si on avait l'ex-cantonnier du village qui était capable de faire ce travail-là, il pourrait peut-être remonter le réseau plus vite. Donc après, ça s'organise, ça se décide. Il faut lever tout un tas de leviers, mais ça ne coûte pas un bras en réalité. Là, on n'a pas de problème de moyens, on a vraiment un problème d'organisation. Et c'est probablement dans un monde instable,
et vu qu'on a 2-3 mauvaises nouvelles qui arrivent quand même, c'est probablement là-dessus qu'on va avoir le plus de levier parce qu'on ne pourra pas financer tout. On ne pourra pas faire un réseau plaqué or qui résiste à la fin du monde. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, comment on choisit nos batailles ? Qu'est-ce qui est un actif essentiel ? Qu'est-ce qu'on accepte de perdre ? Et on a une petite phrase, c'est tomber en dernier, se relever en premier. C'est bête, mais voilà. Comment on peut... faut bien se rendre compte, aux Antilles, ils ont eu des vents à 400 km/h pendant 12 heures. Mais il n'y a aucun réseau mobile qui peut résister à ça. Donc de toute manière, celui-là, il va tomber. Donc la question, ce n'est pas de le protéger et de le surprotéger. La question, c'est comment on travaille autrement, comment on trouve des solutions autrement pour faire en sorte de repartir, pour remonter beaucoup plus vite. Typiquement, on fait tomber le mât, on le met dans une caisson sécurisée et puis on fait remonter le mât. C'est peut-être ça la solution. C'est peut-être autre chose. Mais pour le coup, se bunkeriser tel qu'un survivaliste, on sait que dans certains cas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc il va falloir être malin. Merci Ludovic, et je voudrais vous passer la parole générale sur justement la gestion des polycrises et de l'anticipation de ces ruptures. Vous êtes souvent confronté à, je vous laisse la parole tout de suite, à ces crises simultanées, parfois en cascade. Comment vous appréciez cette capacité d'adaptation, d'anticipation ? Elle est sur 2 plans. Alors d'abord, il y a une organisation pérenne, c'est-à-dire qu'on a pris en compte la question du changement climatique dans les organisations dès le temps. Enfin, il n'y a plus de temps de paix, temps de guerre, mais dès maintenant. Donc on a un conseiller climat à l'état-major des armées, on a des référents climat dans tous les états-majors, et on traite l'ensemble des sujets militaires sous un angle, ce qu'on appelle en jargon d'ORES, c'est-à-dire qu'on traite doctrine, organisation, équipement, soutien, etc. Et l'ensemble de ces éléments-là ont un intrant changement climatique. Donc ça, c'est le business quotidien. Ensuite, on a des décisions d'adaptation. Je vous donne 2 exemples. L'actuel Premier ministre a inauguré, quand il était ministre de l'Intérieur, un 4e régiment de sécurité civile, parce que peu le savent, mais en fait, il y a quand même beaucoup de militaires qui s'occupent de sécurité civile. Les marins-pompiers de Marseille sont des militaires, les pompiers de Paris sont des militaires, et les régiments de sécurité civile sont des militaires. Et donc, il y a des mesures d'adaptation concrètes, ça c'est le 2e point, donc on a plus d'hommes et de femmes qui sont dédiés à cette mission-là. Et enfin, le dernier point, nous souhaitons mettre en œuvre... J'ai un trou, désolé, j'ai pas mon dernier point, j'ai oublié. Alors moi j'ai une question bête, si vous voulez. J'ai une question, c'est le 14 juillet. Alors on sait que les JO ont lieu en 1914, ils ont eu en 1924, en 2024. On sait qu'en 2124, s'ils se reproduisaient, ils ne pourraient pas se passer en juin parce qu'il ferait beaucoup trop chaud et que ce serait complètement incompatible. Du coup, quand est-ce qu'on fait le 14 juillet, plus le 14 juillet parce qu'il fait trop chaud ? Est-ce que vous l'avez pris en compte ? Alors à ce stade, non. Évidemment non. En revanche, effectivement, on prend en compte par exemple, cette année, j'ai pris la décision d'augmenter les rations d'eau, non pas à la mode climat tempéré, mais sur des références plutôt de celles de la Provence ou du nord du Maghreb. Donc c'est ce type de décision-là que nous prenons. Dernier point, ça m'est revenu. Nous avons pris la décision de créer un état-major qui s'appelle l'état-major interarmé du territoire national, dont le rôle sera, dans l'ère des polycrises, de pouvoir coordonner la réponse des armées au niveau du territoire national. Donc on n'a plus un seul état-major qui va s'occuper de toutes les crises, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus possible. Et donc aujourd'hui, on a un état-major qui est en charge de l'Europe, on a un état-major qui est en charge de l'Afrique, et on a un état-major qui est en charge du territoire national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dote des moyens de planification, de commande et de contrôle, de gestion, de crise, qui permettront au président de la République et au chef d'état-major des armées d'exercer leurs responsabilités
simultanément. Quand j'étais plus jeune, j'étais au centre de commandement des opérations, on traitait une crise, elle était derrière nous, on traitait la crise suivante. Crise en Côte d'Ivoire, crise des otages, puis crise en Côte d'Ivoire, puis la guerre en Libye, c'était l'une après l'autre. Aujourd'hui, c'est simultané, et donc il faut se donner. Donc il y a tout un travail de profonde réorganisation des rapports, des processus, des équipements, de la manière de concevoir les équipements, de la manière d'alimenter, de la manière de nourrir. On a un institut de recherche qui est en train de travailler sur les vêtements du futur, sur la manière de s'alimenter, sans faire de science-fiction. Vous avez tous vu le film Dune. Dune, l'équipement des Freemen, c'est demain matin. Voilà. Merci. Emmanuel, pour poursuivre, comment appréciez-vous dans votre secteur le passage à l'échelle ? L'un des risques est que l'adaptation crée de nouvelles fractures géopolitiques. Comment est-ce que vous mobilisez davantage d'acteurs et harmoniser les efforts, en tout cas contribuer à harmoniser les efforts pour éviter cette divergence entre les pays et les secteurs ? Comment est-ce que la finance peut être un facilitateur en ce sens ? Oui, très clairement. Donc la finance est une arme. Je veux dire, la due diligence climatique, quelque part, va pouvoir déterminer les actifs qui pourront s'adapter et ceux qui ne s'adapteront pas. Peut-être un bon exemple en termes d'allocation de capital serait l'exemple des Pays-Bas, où l'État a investi massivement pour protéger ce pays qui a un tiers de ses terres potentiellement sous les mers, pour le protéger des inondations, de manière à pouvoir faire face à des risques, je pense une inondation tous les 100 000 ans pour les zones les plus vulnérables, et de fait, ça protège les actifs immobiliers, ça permet un accès à l'assurance, ça permet de continuer à ce qu'il y ait des flux de financement. Donc, allocation de capital, en effet, déterminante. Et de mon point de vue, l'assurance est la pierre angulaire de la sécurité financière et économique. Alors, peut-être quelques illustrations. Je pense que le secteur de l'assurance et de la réassurance est le secteur où sont les secteurs qui disposent des modèles les plus sophistiqués finalement pour aborder les risques et des risques variés globaux. Et en ce sens, c'est un secteur où ce sont des institutions financières qui peuvent vraiment devenir des partenaires de l'entreprise pour d'abord donner un signal géopolitique sur là où sont les risques, et ensuite pour, en travaillant de concert, permettre aux entreprises de cibler les risques dans leur chaîne de valeur et de pouvoir mettre en place un certain nombre de mesures de prévention. Et c'est aussi probablement le secteur qui permet l'émergence de modèles de transition. Alors on peut penser à la première révolution industrielle, les chaudières à vapeur étaient dangereuses, explosaient et donc n'étaient pas financées jusqu'au moment où se sont mis autour de la table des ingénieurs qui pouvaient définir les normes, les assureurs qui pouvaient définir en lien avec les ingénieurs les normes et l'assurabilité, et les financiers. Et c'est ça qui a permis à la première révolution industrielle. Et à mon avis, on en est là pour l'assurance, pour l'adaptation. On est à ce moment de l'histoire. Moi, ça me donne envie de te poser une question. Je suis l'animateur. Mais comment tu crois franchement que les assureurs arrivent à bien comprendre le risque climatique et surtout sa variabilité? Parce que le problème du climat, c'est la variance qui est en train d'augmenter fortement. Donc j'ai plutôt la sensation qu'il résonne encore beaucoup en linéaire, avec une montée des températures et de tout le reste plutôt progressive, alors qu'on voit qu'aux États-Unis, il y a des coups de boutoir qui sont extrêmement violents, avec tout un tas de zones qui sont inassurables maintenant pour certains risques. En France, on a exactement la même chose pour les communes, qui se retrouvent inassurables ou quasiment, parce qu'elles n'en trouvent pas, ou à des montants de franchise qui sont incroyables. Tu crois que les assureurs ont bien compris ou appréhendent bien en réalité le sujet ?
J'ai un doute, moi. Les modèles se perfectionnent. Il y a des véritables réflexions sur les sujets, justement, pour prendre les effets non linéaires, en cascade, etc. Et aussi pour raisonner avec des scénarios. Je sais qu'il y a eu des collaborations avec la défense, entre certains assureurs pour leur propre plan d'adaptation avec la défense, justement pour élaborer des scénarios et perfectionner. Donc on n'est probablement pas à l'état de l'art parce que toutes ces choses-là évoluent, mais en tout cas, leur modèle, évidemment, cible le risque climatique, mais je pense qu'il faut cibler d'ailleurs plus largement tous les risques afférents à la nature et des risques géopolitiques. Merci beaucoup. Il est déjà temps de conclure. Est-ce que vous souhaitez partager un mot pour la fin ? Moi, j'ai 2 points à rajouter. Le premier, c'est que je ne voudrais pas que vous ayez l'impression d'un discours un peu irénique, un peu « tout va très bien, Madame la Marquise, regardez, on s'entend hyper bien ». Voilà. Il y a des progrès à faire. Les progrès à faire notamment, probablement, dans l'accentuation du travail entre le privé et le public. Objectivement parlant, je pense qu'à l'intérieur de la sphère publique, je vous l'ai dit, les choses avancent et avancent bien. Aujourd'hui, on a des exercices, on a des organisations, on réfléchit à des tas de choses. Vous avez peut-être entendu parler de la notion de stade de défense qui est assez nouvelle. Vous avez lu cet été dans le Canard enchaîné que le ministère de la Santé réfléchissait qu'est-ce que ça veut dire un gros clash en Europe pour le ministère de la Santé. Donc dans la sphère publique, ça avance bien. Je pense, et l'exemple, j'ai bien entendu l'exemple taquin des camions d'Orange dans les avions militaires, il va falloir que je lui donne un numéro de téléphone du centre de commandement pour qu'il demande. On nous a dit non, voilà, pour info. Mais là-dessus, il faut qu'on avance parce que je prends l'exemple de l'Île-de-France, mais ça pourrait être vrai n'importe où ailleurs. Et on l'a bien vu au moment du Covid, les entreprises sont des lieux de vie, de socialisation, de passage de messages, d'organisation basique de la société absolument fondamentale. Et donc, il faut les monter à bord. Et donc, ce travail public-privé, il faut vraiment qu'on avance dans ce domaine-là. Ça me paraît. Le deuxième point, c'est le discours pessimiste. Alors vous connaissez cette phrase valise, l'optimisme de la volonté, le pessimisme de la raison, tout ça. Moi, je voudrais vous partager quelque chose. J'ai assisté il y a une quinzaine de jours à une conférence de Reid Hoffman. Je ne sais pas si vous connaissez Reid Hoffman. C'est le fondateur, le créateur de LinkedIn. C'est un type qui a 50 ans, 55 ans, qui est un spécialiste. Il a investi dans la moitié des boîtes de la tech, de l'IA, etc. Il a une idée à la demi-minute, etc. Et pour introduire sa conférence, il y a eu une interview de lui à 17 ans par lui aujourd'hui. Donc grâce à l'intelligence artificielle, il y a Reid Hoffman d'aujourd'hui qui a discuté avec Reid Hoffman de 82. Et j'ai été très frappé par le discours extrêmement pessimiste du Reid Hoffman qui avait 17 ans, qui est une époque que j'ai connue, et parce que son Reid Hoffman, qui connaît la suite de l'histoire, lui dit « Alors, comment tu vois ton futur ?» Et le jeune lui disant « Nos futurs, de toute façon, Reagan et Gorbatchev sont en train d'accumuler des missiles, on va tous crever d'une guerre nucléaire, et si c'est pas ça, de toute façon, il y a un truc qui vient de sortir, ça s'appelle le sida, etc. Donc voilà, donc il y a des pandémies. » Donc 10 ans, donc le Reid Hoffman de 17 ans, 10 ans Reid Hoffman du futur, j'ai pas de futur. Et évidemment, en lui faisant le reproche que c'était la génération du dessus. Donc voilà, toute référence à des débats actuels serait purement fortuite. Et donc moi, je crois qu'il faut aussi que globalement, on ouvre les yeux sur notre capacité collective à surmonter les crises. Enfin, dans l'histoire, on a toujours trouvé les solutions aux défis auxquels on devait faire face. Je rappelle qu'en 1912 ou 1913, il y avait des articles documentés qui expliquaient qu'avec la croissance économique, il y aurait trop de crottins de cheval à Paris et que donc on n'allait plus pouvoir circuler à cause des carrioles à cheval à Paris.
Et bon, il y a eu l'invention de l'automobile, du moteur thermique, et les charrettes ont disparu. C'est un exemple qui est complètement basique, mais ça montre bien que c'est bien cette capacité, et moi je remercie vraiment le SCP et AXA Climate de nous donner l'occasion de confronter, parce que c'est bien en mettant en commun nos idées, nos différences, y compris en s'engueuler. Moi, je suis quelqu'un qui revendique le droit à s'engueuler, à ne pas être d'accord pour avancer, qu'on arrivera à trouver les solutions d'un défi qui, à la fin, est commun. Je vous remercie. Merci, Général. Emmanuel ? Oui, merci. Alors, 3 points. Je profite pour passer mes derniers messages. Le premier, donc, c'est prévenir, agir et se centrer effectivement sur la gestion des crises dans le monde qui vient. Prévenir, je pense que c'est très important d'ancrer en fait la géopolitique de l'adaptation et l'adaptation dans les cadres mondiaux, donc géopolitiques, qui concernent la géographie, mais qui sont politiques intergouvernementaux, accord de Paris, Coming-Montréal, et dans leur mise en œuvre, et notamment dans un rapport conjoint du GIEC et de l'IBES, et ensuite dans le rapport Nexus de l'IBES, pour comprendre en fait que ce sont des crises mondiales d'éléments interconnectés, l'eau, la biodiversité, la santé, l'alimentation, le climat. Et ça, c'est important de bien en tirer les enseignements pour éviter la maladaptation, qui serait finalement encore pire. Donc ça, c'était le point anticipé. Agir, un point fondamental de mon point de vue, c'est pour les entreprises et d'ailleurs les institutions financières, parce que les risques se retrouvent décalés dans les bilans, c'est les actions sur les chaînes de valeur. Et ces chaînes de valeur, pour moi, sont les lieux où on peut trouver en fait des cas de résilience et où également on peut trouver une forme de convergence entre des problématiques d'adaptation et des problématiques de sécurité, de défense. Et donc, l'action essentielle, c'est de mettre plus d'intelligence collective, notamment dans la circularité, voilà, qui permet de régler nos différentes sources de vulnérabilité en termes de dépendance, de sécurisation des ressources. Là, je pense que quand on regarde, en 5 ans, la part des matériaux recyclés a perdu 21%. Voilà. Et le dernier point, donc, c'est agir avec une action qui est ciblée sur les sujets clés. On parle de collaboration, une collaboration civile, militaire, finance serait opportune pour travailler justement à bâtir une résilience systémique sur les points de vulnérabilité critiques. Voilà, donc je crois que les messages sont alignés en tout cas sur la collaboration, et c'est vrai que ce type de conférence où vous réagirez après permet de partager les visions et donc d'aller plus loin. Bon, on va s'engueuler. Non, mais c'est important aussi d'avoir des points de vue qui sont différents. Je suis complètement d'accord. C'est important qu'on arrive à avoir des points de vue différents, mais qu'on ait un débat qui soit qualitatif. Aujourd'hui, on fait que s'opposer, et puis t'es le sale idiot de l'autre, vachement bien, mais ça sert à rien. On a besoin de se confronter, de confronter nos opinions, de confronter nos convictions, mais avec de la qualité. Et après, on verra ce qui émerge, et ce sera probablement une 3e voie. Juste pour me mettre en défaut, alors je vais reprendre un truc que Valérie dit souvent, nous trottinons derrière un climat qui galope. Alors avant, nous marchions, maintenant nous trottinons, et c'est vrai parce qu'on fait des choses sur les sujets climatiques, que ce soit en atténuation ou en adaptation, mais nous avons besoin de passer à l'échelle, nous avons besoin de galoper et de grand galoper. C'est ça dont nous avons besoin. Bon, le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Donc, voilà. Ça va impliquer quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrête les politiques intermittentes. On parle souvent des énergies intermittentes. Là, il faut qu'on arrête les politiques intermittentes et il faut qu'on soit dans la politique qui planifie. La planification, ça va être essentiel. Je ne parle pas de parti politique, mais il faut qu'on soit vraiment dans de la planification. Donc on s'engueule, on trouve des solutions et on planifie, on ne casse pas tout juste parce qu'on a fait de l'alternance. Et je vais avoir 3 mots, c'est autruche. On ne traitera pas un sujet qu'on ne veut pas regarder en face. Il faut le regarder avec lucidité. C'est important.
sans peur, mais détermination, et on est lucide par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on soit naïf non plus, parce que je vois de la techno-béatitude un peu partout. Les solutions technologiques sont des leviers intéressants, mais toutes les études montrent qu'elles ne suffiront pas. Donc on a des changements profonds à avoir dans nos sociétés. C'est une conclusion, ce n'est pas un dogme de départ. Les solutions technologiques vont nous permettre de faire un certain nombre de choses, mais ce n'est que 25% du travail. On a 75% de l'effort à faire. Donc il ne faut pas qu'on soit techno-béat par rapport à ça. Et puis si on veut y arriver, il y a beaucoup plus d'intelligence de ce côté-là de la salle que de ce côté-là. Surtout là. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je trouve que l'Ukraine le montre bien, l'Ukraine, c'est une armée, c'est un peuple qui travaille ensemble face à une situation extrême. Comment? Je vais prendre les galons. Non, mais il faut bien comprendre. Et en réalité, c'est un peuple qui est réuni sur un objectif commun. C'est ça. Ils ont le pourquoi ils le font. Je pense qu'il n'y en a pas un qui n'est pas capable de dire pourquoi, en réalité, ils sont en train de faire ce qu'ils font. Voilà. Eh bien, nous, on sait à peu près pourquoi on veut le faire. On veut éviter un monde tout pourri. Donc maintenant, il faut qu'on accélère. Pour ça, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on, certes, discute et qu'on se chamaille un petit peu, mais il faut qu'on rame tous dans le même sens. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir par 2-3 personnes qui sont à l'extérieur et qui nous font nous diviser. Ne nous faisons pas piéger. Ensemble, on est plus fort. Merci, Ludovic. Merci pour ces interventions. On aura évidemment retenu que l'adaptation au changement climatique ne se résume pas à une question environnementale. Elle est devenue un impératif stratégique et géopolitique et qui nécessite anticipation, coopération et une vision intégrée entre différents acteurs, qu'ils soient militaires, financiers, techniques, économiques, pardon. L'enjeu est, semble-t-il, plutôt clair. Faire de l'adaptation un levier de sécurité durable plutôt qu'une source de nouvelles fractures. Donc je vous remercie pour votre participation, pour votre présence ce soir. Et puis je laisse passer le micro pour 2-3 questions en salle. Bonsoir Général, bonsoir Ludovic et bonsoir Emmanuel. J'espère qu'on ne va pas trop s'engueuler Ludovic parce que tu es un client. Donc UNFAM, je travaille chez AXA Climate dans l'équipe de conseil. Et en fait, j'avais 2 remarques par rapport à ce qui avait été dit. Peut-être qu'on va un peu s'engueuler quand même parce que pour le coup, je pense que l'assurance est presque la mieux placée en termes d'entreprise pour faire face aux enjeux de l'adaptation, tout simplement. Et là, comme on est à l'ESCP, je vais faire un mini cours de comptabilité. Pour ceux qui s'en rappellent, moi j'étais un ancien directeur financier. En fait, les provisions aujourd'hui dans les entreprises, elles peuvent être passées lorsqu'il y a un événement qui est crédible et qui est tangible. L'assurance, la compagnie d'assurance est la seule entreprise qui peut passer des provisions sur des bases statistiques. Et donc là, je vais sur mon sujet ma question qui va être posée à Général Mison. C'est la partie statistique, probabilité. Vous avez parlé de la crue de Paris. Je m'étonne, avec tous les acteurs avec qui nous travaillons, et notamment le ministère des Armées, donc je salue également Bastien, Alex dans la salle. Aujourd'hui, on travaille à Paris sur un scénario de crue centennale. Il y a eu des simulations là, récentes qui ont mis ensemble plusieurs parties prenantes, des parties prenantes publiques, des parties prenantes également entreprises pour la continuité d'activité de la capitale. Or, à Valence, on a eu un épisode de crue qui était millénial. On a eu de la tempête Boris en Europe de l'Est, et y compris à Vienne, qui était un épisode 200ennal. La ville de Vienne se protège à des crues 5 milléniales.
donc une période de retour de 5000 ans. Donc ça n'arrive pas tous les 5000 ans, c'est une chance sur 5000 que ça arrive. Pourquoi est-ce que la ville de Paris travaille sur un scénario donc, de crue centennale alors qu'il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus intense qui pourrait toucher la capitale? C'est ce que j'ai dit. Il faut bien qu'on ait des hypothèses de planification, d'organisation. En fait, si vous voulez, je ne vous demande pas de tweeter, mais ce n'est pas la question de la crue de la Seine qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on pose sur la table un problème de sécurisation des biens et des personnes, de crise multiple, c'est-à-dire est-ce que Rungis est accessible ou pas? Est-ce qu'il y a des pillages dans les supermarchés ou pas? Est-ce qu'il y a des EHPAD qu'il faudra évacuer ou pas? Et donc est-ce que c'est... moi, j'ai vécu à Washington, le Snowzilla. Il a neigé pendant 10 jours. On était dans le film le jour d'après. Et donc, c'est peut-être ça qu'on aura. Ou c'est peut-être, comme on a eu en avril dernier, un épisode de grêle tellement intense. Alors là, il a duré que 10 minutes. Il a fichu en l'air la moitié des vitraux des Invalides, mais c'est que des dégâts matériels. Peut-être que demain, on aura un épisode de grêle tellement fort qu'il y aura des morts dans les rues de Paris, qu'il y aura et donc, il va falloir qu'on se mette autour de la table. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se mette autour de la table. Donc, évidemment, le truc le plus logique, c'est la crue de la Seine, mais on voit bien que aujourd'hui, enfin, moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 1 an, il a tellement plu que l'Assemblée nationale commençait à avoir les caves inondées. Donc, dire ça arrive une fois tous les 5000 ans, donc en fait on ne s'en occupe pas, moi je n'entends pas ça. Je n'entends pas ça. En 2018, les quais de la Seine étaient complètement couverts, l'eau a failli sortir de son lit. Donc, en fait, personne n'est capable aujourd'hui de dire que ça n'arrivera pas. Personne n'est capable de le dire. Peut-être pas une crue au sens à cinématique lente, mais peut-être un épisode climatique tellement intense qu'il faudra qu'on se mette tous autour de la table. Et là, on aura intérêt à avoir travaillé les plans de secours, les plans de communication, la manière dont on se parle, la manière dont on coordonne, qui commande, à quel moment, à partir d'où, parce que la moitié des ministères seront peut-être en vrac, et pourtant, il faudra que nous, les militaires, parce qu'on est payés pour ça, il faudra que nous, on continue à fonctionner. Peut-être simplement pour compléter, effectivement, alors suite à ce forum de l'Acadème, enfin de l'Académie de défense militaire, c'est effectivement la distinction entre la planification, où on se projette et effectivement le scénario peut se produire, et la force dans la défense de la prospective, où la question c'est pas est-ce que c'est le scénario le plus probable, hein. La question c'est de poser un scénario et de s'interroger effectivement sur les différents types de conséquences et les leviers qu'il peut y avoir. Et dans les outils, donc il y a cette prospective, il y a de fictional intelligence. Et donc l'idée, c'est de partir d'une base avec des datas, d'une base fiable, d'une base scientifique, pour pas partir de rien sur des scénarios totalement imaginés. D'analyser les signaux faibles pour s'interroger sur ce qui pourrait en être tiré, et ensuite d'élaborer des scénarios, et là en utilisant énormément d'expertise. Et ça, je veux dire, la finance pourrait répliquer tout ça, et simplement quand ces 3 composantes sont posées, ensuite d'incarner, de mettre un récit et de faire intervenir la fiction. Mais la force, c'est ce que vous avez montré, ce que vous avez indiqué le général. Et j'ai un complément. Alors, je ne connais rien en assurance, donc je posais une question et j'affirmais pas. Mais juste pour compléter, en réalité, tu poses un scénario, mais tu ne pourras pas te protéger de tout. Donc, de toute manière, en réalité, il faut se poser une question comme on se pose à l'armée. D'ailleurs, c'est le what if. Qu'est-ce qu'on fait si? Donc, la question, c'est quel est le niveau de protection qu'on veut avoir sur une crue centennale qui va être là, ok? Et puis, tu te protèges pour ça, et ensuite, tu dis... What if je dépasse ce niveau-là et en conséquence, comment je suis organisé? Je sais résister jusqu'à ça et maintenant, je ne sais pas résister au-delà. Et donc là, j'ai tout un tas de choses à déclencher, etc. Et c'est comme ça qu'on ne pourra pas se protéger de tout. De toute manière, ça va coûter un bras. Et juste un tout petit zoom sur le risque climatique qui est un risque qui est nouveau. Et donc, et en particulier avec le changement climatique en France, on est d'accord. Et je vais donner une petite... Je suis de Bordeaux.
Voilà, à côté de Bordeaux, il y a un petit truc qui s'appelle Ariane Espace. Ariane Espace, c'est un petit truc où il y a des militaires, où ils s'amusent à faire un missile qui s'appelle le M51. Voilà. Les militaires, ils ont l'habitude d'avoir plein de cahutes qui sont dispersées parce que si on veut bombarder l'endroit, en réalité, on a 230 de mémoire petites cahutes à bombarder si on veut détruire le site. La grêle est passée par là et elle a détruit les 230 toits qui étaient amiantés. Ça a un peu enquiquiné. Et en réalité, ça, c'est un risque qui est nouveau. La grêle, on avait toujours connu, mais avec ces tailles de grêlons et à cet endroit-là, on n'avait jamais connu. Typiquement, on peut se retrouver dans une situation où une ville était protégée par 3 ou 4 équipements, mais cette ville-là n'était pas exposée au risque climatique, canicule ou grêle, ou etc., peu importe. Et donc, les sites se protègent les uns des autres, sauf que cet aléa tombant sur toute la ville, il n'y a aucune protection dans les faits, puisque ils sont tous exposés au même risque. Et donc, tu vois, la réponse là, dans ce cas-là, c'est plutôt, je ne vais pas chercher à me bunkeriser, je vais faire déplacer en réalité et m'étaler, comme nous, on a des data centers qui sont très éloignés les uns des autres, ex-guerre froide, où on se disait, s'il y a une bombe nucléaire à cet endroit-là, on se retrouve dans une situation où l'autre sera résilient. Ces réflexes-là, on les a un peu perdus avec les dividendes de la paix, comme on disait. Dans les faits, on a des réflexes à avoir que l'on avait avant durant la guerre froide et que l'on doit maintenant retrouver, non pas pour se protéger de tout, mais si jamais si nos défenses sont submergées. C'est ça le sujet, je pense. Bonsoir à tous. J'avais une question qui référait un peu à ce que vous avez évoqué en introduction sur l'activisme par rapport à l'implication de l'armée. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline. Comment est-ce que vous parlez en fait avec ces associations-là ? Quels sont les moyens que vous avez pour finalement influencer ou ne pas rentrer en conflit quand il y a un intérêt écologique, climatique peut-être à examiner en tout cas ? En fait, là, c'est pas l'armée, c'est les forces de sécurité intérieure. C'est donc la gendarmerie nationale ou la police nationale en fonction du territoire. Et c'est bien le ministère de l'Intérieur à travers les préfets. Donc ce dialogue-là, pour le coup, je n'ai pas de réponse à vous apporter parce que ce n'est pas mon domaine. Mais c'est bien le rôle du préfet dans chacun des départements d'entretenir. Alors, il y a les renseignements territoriaux qui va lui dire, le renseignement territorial qui va lui dire, il y a une ZAD, il y a un truc, il y a des gens, etc. Et ensuite, c'est un dialogue. Après, on rentre dans la politique. Donc, c'est évidemment Loïc Mison, on peut vous en parler si vous voulez pendant le cocktail, mais le général Mison n'a pas de réponse à vous apporter. Merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai un petit paradoxe, en tout cas qui est peut-être un peu apparent, entre la planification et la démocratie. Dans quelle mesure on peut vraiment faire de la planification dans un système politique démocratique qui est quand même assez déstabilisé en ce moment ? Et je pense que ça pose un peu la question de la confiance, la façon dont la confiance se construit dans les sociétés et comment elle s'assure d'une certaine façon d'une forme d'égalité dans l'accès à l'information qui va permettre de sécuriser les différentes populations. Désolée, c'est une question un peu large, mais je serais assez intéressée d'avoir votre réaction là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé, en fait, assez géopolitique, mais finalement assez peu politique, tout court sciences politiques et sciences organisationnelles, alors que vous l'avez noté vous-même, ça vient fondamentalement bouleverser la façon dont vous vous organisez à l'armée. Je pense que d'abord, cette réponse-là, elle doit être commune. Votre question est tout à fait pertinente. Moi, j'y répondrai de deux manières. La première manière, c'est que, imaginons un système où les militaires ne planifieraient pas. Déjà qu'on nous reproche de coûter cher, mais alors si en plus on passait notre temps à faire du sport
Et donc, vous diriez, à quoi ça sert de payer, quoi, hein. Donc, si vous voulez, bien évidemment que, heureusement, grâce à Dieu, on n'est pas en temps de guerre, donc on n'est pas au front. Donc, notre job, c'est exactement ce qui ont été dit par mes camarades, c'est les hypothèses de travail et les what if. C'est ça notre job. J'y ai passé, quand j'étais au centre de commandement de planification des opérations, on passe notre journée à faire des planifications qui, grâce à Dieu, ne se déroulent jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il faut faire confiance dans les institutions de la Ve République. Voilà, moi, c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système institutionnel qui, d'abord, est quand même bien encadré. On n'est pas dans une monarchie. Il y a des systèmes, il y a des cordes de rappel, il y a des gens qui donnent leur avis. Et donc, voilà. Et je rappelle que le président Sarkozy, en son temps, a introduit une réforme constitutionnelle qui oblige le ministère des Armées, qui oblige le gouvernement à retourner, à aller vers le Parlement au bout de mémoire, je crois, c'est 30 jours de décision d'une intervention militaire. Donc, il me semble que, même si la question est tout à fait pertinente, je pense que les choses sont plutôt pas trop mal organisées. Mais heureusement qu'on réfléchit au scénario d'escalade, heureusement qu'on réfléchit, et si les Russes attaquaient une ville à 80% russophone en Estonie, État de l'Union européenne, État de l'OTAN, voilà, qu'est-ce qu'on ferait, etc., etc. Je pense que c'est même l'essence fondamentale du métier militaire. C'est être prêt à répondre sans délai à un état de crise qui est donc un état non normal. Voilà. Et effectivement, avec les garde-fous. Et c'est pour ça qu'il y a la Commission nationale du renseignement, il y a la Commission nationale des écoutes, il y a, etc., un certain nombre de commissions de contrôle par des députés qui sont là pour exercer le contrôle démocratique sur les différents organes qui agissent, y compris les plus secrets comme la DGSE. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas... Ouais. Bonsoir, Alexandre Florentin, je suis élu au Conseil de Paris. Et donc, puisqu'on peut faire du what if ce soir, je voudrais savoir, donc on est à moins de 500 jours de l'élection présidentielle, si vous aviez dans la salle la prochaine présidente de la République, quelles recommandations vous lui feriez ? Parce qu'effectivement, tout ça est extrêmement politique. Je vais faire une réponse personnelle, pour être précis. Je pense en réalité que, et ça va répondre un petit peu en même temps à la question de tout à l'heure, je pense qu'il faut séparer deux choses dans la chose politique. Il y a la politique court terme, qui va être des actions, des décisions... qui vont être très court terme. Et puis il y a la décision qui vont demander de la planification profonde par rapport aux infrastructures. Quand tu as une route, c'est un bien commun, parce que tout le monde l'utilise. Quand tu as un aéroport, c'est pas bien, mais il y a un truc. Quand tu as une voie ferrée, c'est pareil. Un réseau télécom, il y a une forme de bien commun. Même si ce n'est pas son statut aujourd'hui, il y a une forme de bien commun. Le réseau électrique, c'est pareil. Ça, on peut penser raisonnablement qu'un réseau électrique, ça met entre 30 et 40 ans à évoluer. D'accord ? Si on n'a pas de planification et qu'on fait un coup à droite, un coup à gauche, voilà, je veux des poteaux, je veux pas de poteaux, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, il y a certains sujets qui sont presque régaliens, qui sont des infrastructures, qui sont des biens communs sur lesquels on a un besoin de temps long. Et il ne me semble pas que l'infrastructure soit plus un truc de droite ou de gauche. Alors, on peut être d'accord sur la couleur de la ligne blanche, si elle est verte ou rouge, ou je veux plus d'aéroports ou moins d'aéroports. Ok, ça c'est politique. Mais quand on se lance dans le sujet, on peut avoir une visibilité. Typiquement, quand on s'est lancé dans le nucléaire, c'était une politique à plus de 200 ans qui a été instaurée. Plus de 200 ans. Voilà. Parce que l'objectif final était de faire la fermeture du cycle du combustible. Et donc, ça a engagé la France vraiment sur plusieurs centaines d'années. C'était quelque chose. Et donc, ces sujets-là, quand ils sont long terme, je pense qu'on peut arriver normalement à essayer d'avoir une ligne directrice. Alors, charge aux institutions d'arriver à se mettre d'accord, mais après à s'y tenir.
Au même titre, je vais prendre un sujet sociétal, la peine de mort ou l'avortement, voilà, une fois, on n'a pas dit, un coup on fait, un coup on fait pas, on n'a pas remis en question. Là, c'est un peu pareil. On le décide, et puis une fois qu'on a fait le débat, on s'arrête. Et comment on peut nourrir le débat? C'est là que je vais répondre. En réalité, pour moi, la méthode scientifique est un élément essentiel pour arriver à nourrir le débat. La méthode scientifique, moi, à titre personnel, quand je me pose des questions sur des sujets, Sainte-Soline, machin, truc, etc., je vais regarder les institutions nationales qui font des beaux rapports, et comme je n'ai pas forcément la compétence pour savoir si c'est bon ou pas, ces gens-là, généralement, sont plutôt sérieux dans ce qu'ils font. J'ai confiance dans la planification de l'armée, c'est leur métier. J'ai confiance dans les travaux du BRGM. Oui, des fois, ils se trompent, mais grosso modo, ils essayent de travailler sérieusement. Le CEA essaye de travailler sérieusement. L'ASN travaille particulièrement sérieusement. Et il y a tout un tas d'institutions qui nourrissent le débat public par la qualité de leur travail. Et là où moi, je serais plus inquiet sur la partie politique, et qu'on voit aux États-Unis, c'est quand on casse le thermomètre. Pour des raisons politiques, du coup, on casse ces institutions qui font un travail de qualité et qui, en conséquence, nourrissent le débat politique pour prendre des décisions. C'est sûr que si toutes ces institutions sortent des rapports qui sont tout moisis, je ne sais plus à qui faire confiance, quoi. Et là, je suis perdu. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'ai cette méthode-là, les publications scientifiques revues par les pairs, des institutions qui sont globalement sérieuses dans leurs rapports. Il y a des erreurs, mais on est tous humains, ou il y a des limites dans leurs études. Moi, ça me sert à nourrir ça. Et par rapport à la décision politique, tu vois, je me dis, certaines choses vont un peu au-delà de juste une politique politicienne. Et j'aimerais bien que ces choses-là, on les mette en priorité sur l'intérêt supérieur de la nation, plutôt que juste un truc politicien. Voilà, c'est mon côté un petit peu naïf. Peut-être pour compléter, effectivement, l'incertitude est grande. Les problèmes sont multifactoriels, multi-acteurs. Donc moi, si j'avais un conseil, ce serait plutôt une posture stratégique qui consisterait moins dans la prise de décision à se demander si c'est la bonne décision qu'on prend. Et je recommanderais plutôt d'essayer de déterminer des options de réponse qui soient les plus robustes possibles face à un large spectre de scénarios plausibles, pour être résilient dans le contexte de la géopolitique de l'adaptation. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir poursuivre ces discussions autour d'un cocktail dînatoire. Et simplement pour recontextualiser, cette table ronde a été organisée par le programme adaptation que AXA Climate porte aux côtés de l'ESCP Business School. Nous avons lancé les inscriptions pour l'édition 2026 qui sont ouvertes aux organisations publiques et privées. Vous pouvez scanner ou photographier la diapositive qui est actuellement présentée ici pour contacter Perrine ou moi-même si ce programme peut vous intéresser. Et nous remercions évidemment les entreprises participantes à ce programme. J'attends que vous terminiez de prendre des photos de cette diapositive pour vous les présenter également. Merci beaucoup.